La femme a trouvé sa mère en train de fouiller dans une poubelle derrière le supermarché. Ce n'était pas une image qu'elle s'attendait à voir après 3 ans. Ce n'était pas la réunion avec des étreintes et des larmes de joie qu'elle avait imaginée pendant tout le vol de retour. Les mains ridées de sa mère plongeaient parmi les restes de nourriture pourrie, cherchant quelque chose d'utilisable. Les cheveux gris étaient sales et emmêlés. Les vêtements semblaient ne pas avoir été lavés depuis des semaines. L'odeur de poubelle mêlée à celle d'urine dominait l'étroite ruelle. Elle resta paralysée quelques secondes, observant cette scène impossible. Son esprit refusait de traiter ce que ses yeux voyaient. Ce ne pouvait pas être sa mère. Pas la femme qui portait toujours des vêtements propres et parfumés. Pas la femme qui gardait la maison impeccable et préparait de délicieux repas tous les jours. Mais c'était elle. Les yeux étaient les mêmes. La forme du visage était la même. La petite cicatrice sur le front était la même. Son cœur s'emballa. Ses jambes tremblèrent. La valise qu'elle tenait tomba au sol avec un bruit sourd. Sa mère tourna la tête, effrayée par le bruit. Ses yeux croisèrent ceux de sa fille. Pendant un instant, aucune des deux ne bougea. Le temps sembla se figer dans cette ruelle nauséabonde. Puis la mère laissa tomber le sac plastique qu'elle tenait et porta ses mains à son visage. Un son sortit de sa gorge. Un gémissement bas et douloureux qui trancha l'air comme un couteau. La fille courut. Elle parcourut les mètres qui les séparaient en quelques secondes. Elle serra contre elle ce corps maigre et fragile qui peinait à rester debout. La mère se mit à pleurer. Des sanglots profonds secouaient tout son corps. La fille pleura aussi. Des larmes chaudes coulèrent sur son visage, tandis qu'elle tenait sa mère avec force. Comment cela avait-il pu arriver? Comment sa mère avait-elle fini dans la rue? Où était sa sœur qui avait promis de tout gérer? Il y a 3 ans, elle était partie travailler à l'étranger. L'opportunité était trop belle pour être refusée. Le salaire permettrait d'envoyer de l'argent chaque mois pour aider la famille. La sœur aînée avait garanti qu'elle s'occuperait de leur mère. Elle avait promis que tout irait bien. Elle lui avait dit de ne pas s'inquiéter et de profiter de la chance de construire une vie meilleure. Et elle avait cru. Elle avait fait confiance. Elle avait envoyé de l'argent religieusement chaque mois, sans faute. Mais maintenant elle était là. Enlaçant une femme qui semblait à peine humaine, tellement elle était maigre et sale. Une femme qui sentait le désespoir et l'abandon. Une femme qui tremblait de froid malgré le soleil brûlant de l'après-midi. Combien de jours sa mère avait-elle dormi dans la rue? Combien de nuits avait-elle passé affamée? Combien de fois avait-elle été humiliée ou expulsée d'un endroit? Les questions torturaient son esprit. Sa mère réussit enfin à parler. La voix était faible et rauque. Elle dit qu'elle ne s'attendait pas à la voir là. Elle dit qu'elle avait honte. Elle dit qu'elle avait essayé de trouver un moyen de prévenir, mais qu'elle n'en avait pas. La fille l'interrompit. Elle dit que rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. Elle dit qu'elle était là et que tout irait bien. Elle dit qu'elle ne laisserait plus jamais cela se produire. Mais intérieurement, elle bouillonnait de rage. Qui avait fait ça? Qui avait abandonné sa mère de cette façon? Elle prit sa mère par le bras avec précaution. Ramassa sa valise par terre. Commence à marcher lentement dans la ruelle en direction de la rue principale. La mère avait du mal à marcher. Ses jambes fléchissaient à chaque pas. Les pieds étaient gonflés et blessés dans de vieilles sandales déchirées. Il fallut presque 10 minutes pour parcourir une distance qui prendrait normalement 2 minutes. Dans la rue, les gens regardaient avec mépris ou indifférence. Certains détournaient le chemin en voyant sa mère approcher. D'autres se pinçaient le nez avec dégoût. Personne n'offrit d'aide. Personne ne montra de compassion. Pour ces gens, sa mère n'était qu'une sans-abri parmi tant d'autres. Une invisible de plus parmi tant d'autres. Un problème de plus qu'il préférait ignorer. Elle arrêta le premier taxi qu'elle vit. Le chauffeur hésita en voyant la mère. Il dit que la voiture se salirait. Que l'odeur ne partirait pas. Elle ouvrit son portefeuille et plaça 3 billets sur le siège avant. Le chauffeur prit l'argent et déverrouilla les portes sans rien dire de plus. Elle aida sa mère à entrer à l'arrière. Elle donna l'adresse d'un hôtel qu'elle avait vu près de l'aéroport. Pendant le trajet, la mère resta silencieuse. Elle regardait par la fenêtre avec des yeux vides. Elle semblait être ailleurs. Elle semblait avoir tout abandonné. La fille lui prit la main. Elle sentit les os saillants sous la peau fine. Elle sentit les blessures et les callosités sur les paumes. Elle sentit la main trembler légèrement. Elle la serra plus fort. Elle voulait transmettre de la sécurité. Elle voulait dire sans mots qu'elle était là maintenant. À l'hôtel, la réceptionniste fronça le nez mais accepta le paiement. Elle donna la clé d'une chambre au 2e étage. La fille aida sa mère à monter les escaliers. Chaque marche semblait une montagne. Chaque mouvement demandait un effort immense.
Lorsqu'elles entrèrent enfin dans la chambre, la mère s'effondra sur le lit. Elle ferma immédiatement les yeux. Sa respiration devint lourde et irrégulière. Elle observa sa mère dormir quelques minutes. Puis elle alla à la salle de bain et ouvrit la douche. Elle attendit que l'eau chauffe. Elle retourna au lit et réveilla sa mère délicatement. Elle l'aida à se lever. L'emmena à la salle de bain. L'aida à enlever ses vêtements immondes. L'aida à entrer sous la douche. L'eau coulait noire dans le drain au début. La saleté de semaine était en train d'être lavée. La mère resta immobile sous le jet chaud. Les larmes se mêlaient à l'eau. Les sanglots reprirent. Après la douche, elle enveloppa sa mère dans des serviettes propres. La fit asseoir sur le lit. Peigna ses cheveux avec soin. Chaque mouvement était une tentative de rendre la dignité qui lui avait été volée. La mère la laissa faire. Elle n'avait pas la force d'aider. Elle n'avait pas la force de résister. Elle restait simplement là, respirant, existant. Elle commanda de la nourriture par le téléphone de la chambre. Elle demanda de la soupe, du pain, du thé, des choses légères que l'estomac de sa mère pourrait digérer. Lorsque la nourriture arriva, elle nourrissait sa mère cuillère par cuillère. La mère mangeait lentement. Chaque bouchée semblait douloureuse à descendre. L'estomac s'était rétréci. Le corps avait oublié ce qu'était un vrai repas. Cette nuit-là, elle s'allongea à côté de sa mère dans le lit. Elle resta éveillée, écoutant la respiration irrégulière. Elle pensa à tout ce qui s'était passé. Elle se demanda comment elle n'avait pas remarqué avant. Les signes étaient tous là. Les appels de sa sœur, toujours courts et évasifs. Les excuses quand elle demandait à parler à leur mère. Les promesses que tout allait bien. Elle avait été naïve. Elle avait fait confiance aveuglément. Et sa mère avait payé le prix. Maintenant, elle avait besoin de réponses. Elle devait savoir exactement ce qui s'était passé. Elle devait comprendre comment sa mère avait fini dans la rue. Et surtout, elle devait faire répondre les responsables de cette situation. La colère grandissait en elle comme une flamme. Mais d'abord, elle devait s'occuper de sa mère. Elle devait s'assurer qu'elle se rétablisse. Le reste viendrait après. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre le reste de ce voyage émouvant. Le matin suivant apporta une lumière cruelle qui révélait chaque détail du corps dévasté de la mère. Les plaies aux pieds étaient infectées. La peau du visage était brûlée par le soleil et craquelée. Les lèvres saignaient de petites coupures. Il y avait des ecchymoses sur les bras et les jambes. Des marques de chute. Des marques de violence. Des marques d'une vie que personne ne devrait vivre. Elle appela un médecin privé à l'hôtel. Elle paya en espèces pour garantir une prise en charge immédiate. Le médecin examina la mère en silence. Il secouait la tête tout en notant des choses dans un carnet. Malnutrition sévère. Déshydratation. Pneumonie débutante. Multiples infections. Anémie profonde. La liste était longue et effrayante. Il prescrivit des médicaments. Il dit que la récupération serait lente. Il dit que la mère avait de la chance d'être vivante. Pendant que la mère se reposait sous l'effet des médicaments, elle prit enfin le téléphone. Elle composa le numéro de sa sœur. Le numéro qu'elle avait appelé des dizaines de fois au cours des 3 dernières années. Le numéro d'où venaient toujours les assurances que tout allait bien. Chaque sonnerie du téléphone augmentait la tension dans sa poitrine. À la 5e sonnerie, quelqu'un répondit. La voix de sa sœur sonna irritée. Elle demanda qui c'était. Elle demanda ce qu'elle voulait. Il n'y avait ni chaleur ni affection. Juste de l'impatience. Elle s'identifia. Elle dit qu'elle était revenue. Il y eut un long silence de l'autre côté. Puis la sœur rit. Un rire court et sans humour. Elle demanda ce qu'elle voulait. Elle demanda pourquoi elle était revenue si soudainement. Elle fut directe. Elle demanda où se trouvait la mère. Elle demanda pourquoi elle ne vivait pas à la maison. La sœur hésita. Elle dit que la mère avait décidé de déménager. Qu'elle voulait plus d'espace. Qu'elle vivait à la campagne chez une cousine éloignée. Le mensonge était si évident qu'il en devenait offensant. Elle sentit le sang bouillonner. Elle contrôla sa voix avec effort. Elle dit qu'elle avait trouvé la mère. Elle dit où elle l'avait trouvée. Elle dit dans quel état elle l'avait trouvée. Le silence revint. 7 fois plus long. Plus lourd. Elle pouvait entendre la respiration de sa sœur de l'autre côté. Elle pouvait sentir la panique s'installer. Finalement, la sœur parla. La voix était différente maintenant. Défensive. Elle dit que ce n'était pas de sa faute. Elle dit que les choses s'étaient compliquées. Elle dit que la mère était devenue un poids. Elle dit que l'argent ne suffisait pas pour tout. Chaque mot était un coup de poignard.
Elle découvrit que la sœur et le beau-frère avaient gardé tout l'argent qu'elle envoyait. Ils n'avaient pas dépensé un centime pour la mère. Ils avaient rénové la maison. Ils avaient acheté une voiture neuve. Ils avaient fait des voyages. Pendant ce temps, la mère mangeait les restes de leur nourriture. Dormait sur un vieux matelas dans le cellier. Elle était traitée comme une domestique. Ou pire, comme un poids qu'il fallait tolérer. Il y a 6 mois, la situation s'était aggravée. La mère était tombée malade. Elle avait besoin de soins constants, de médicaments, d'attention. Le beau-frère s'était irrité. Il dit qu'il ne transformerait pas la maison en hôpital, qu'il ne s'était pas marié pour s'occuper d'une vieille malade. La sœur n'eut pas le courage de le confronter. Jamais. Elle choisissait toujours son mari plutôt que la famille. Alors ils firent l'impensable. Un matin, alors que la mère dormait, ils avaient emballé ses quelques vêtements dans un sac plastique. Ils l'avaient réveillée au milieu de la nuit. Ils l'avaient mise à la rue. Littéralement. Ils l'avaient laissée sur le trottoir avec un sac et rien d'autre. Ils dirent qu'elle devait apprendre à se débrouiller seule. Qu'ils avaient déjà fait trop pour elle. Ils fermèrent la porte et ne l'ouvrirent jamais plus. La mère avait essayé de revenir plusieurs fois les premiers jours. Elle frappait à la porte. Suppliait d'être laissée entrer. Juste pour dormir. Juste pour prendre une douche. Les voisins racontèrent l'avoir entendue pleurer sur le trottoir pendant des heures. Mais la porte ne s'ouvrit jamais. Finalement, elle cessa d'essayer. Elle commença à errer dans les rues, à dormir sur des bancs publics, à chercher de la nourriture dans les poubelles. Elle entendit tout cela avec une colère brûlante comme de l'acide. La sœur essayait de se justifier. Elle disait que c'était difficile pour elle aussi, que le mari était très contrôlant, qu'elle n'avait pas le choix. Des mensonges, des excuses pathétiques, une lâcheté déguisée en justification. Elle coupa la communication sans rien dire de plus. Elle ne se sentait pas capable de continuer à parler. Dans les jours suivants, elle se consacra entièrement à la récupération de sa mère. Elle achetait de nouveaux vêtements, des aliments nutritifs, administrait les médicaments aux heures prévues, changeait les pansements des blessures, parlait doucement pour apaiser les cauchemars nocturnes. La mère commençait à aller mieux physiquement, mais ses yeux restaient vides. Le traumatisme était trop profond pour cicatriser rapidement. Un après-midi, alors que la mère dormait, elle sortit de l'hôtel. Elle prit un taxi jusqu'à l'ancien quartier, jusqu'à la maison où elle avait grandi. La maison qui aurait dû être celle de sa mère. Lorsqu'elle arriva, elle resta à observer depuis le trottoir d'en face. La maison avait changé, peinte d'une nouvelle couleur, avec une voiture importée dans le garage, avec des fleurs dans le jardin. Tout semblait parfait à l'extérieur. Une belle façade cachant la pourriture intérieure. Elle traversa la rue, frappa à la porte avec force. Le beau-frère ouvrit. C'était un homme grand et arrogant. Il avait un sourire présomptueux jusqu'à reconnaître qui se tenait là. Le sourire mourut. Il tenta de refermer la porte, mais elle mit le pied devant. Poussa la porte avec force. Entrait dans la maison sans y être invitée. La sœur apparut depuis la cuisine. Elle était plus âgée, plus fatiguée, mais aussi mieux vêtue. Elle portait des vêtements chers, des bijoux autour du cou et aux doigts, des bijoux achetés avec l'argent destiné à prendre soin de la mère. Elle regarda sa sœur avec un mélange de colère et de mépris. Elle demanda comment elle pouvait dormir la nuit, comment elle pouvait se regarder dans le miroir. La sœur se mit à pleurer. Elle dit qu'elle regrettait, qu'elle avait commis une erreur, qu'elle ne savait pas que les choses iraient si mal. Plus d'excuses, plus d'auto-apitoiement. Elle ne voulait pas écouter. Elle dit que la mère avait failli mourir, qu'elle avait trouvé sa propre mère en train de manger dans les poubelles, que c'était impardonnable. Le beau-frère tenta d'intervenir. Il dit qu'elle ne pouvait pas s'inviter chez eux, qu'il allait appeler la police. Elle se tourna vers lui, les yeux pleins de fureur. Elle dit qu'il pouvait appeler qui il voulait, qu'elle adorerait raconter à la police comment ils avaient abandonné une vieille malade dans la rue, qu'elle était sûre que les autorités seraient très intéressées par cela. Le beau-frère pâlit. Recule de quelques pas. Elle dit qu'elle n'était pas venue pour se disputer. Elle était venue pour qu'ils sachent exactement ce qu'ils avaient fait, pour qu'ils voient les conséquences de leur choix, pour qu'ils portent ce poids pour le reste de leur vie. Puis elle partit, ferma la porte avec force derrière elle, ne regarda pas en arrière. Sur le chemin du retour à l'hôtel, elle pleura. Pour la première fois depuis qu'elle avait retrouvé sa mère, elle laissa ses émotions déborder complètement. Elle pleura pour la douleur de sa mère, pour la trahison de sa sœur, pour avoir été loin quand elles avaient le plus besoin d'elle.
Elle pleura pour tout ce qui avait été perdu et qui ne pourrait jamais être récupéré. Lorsqu'elle arriva à l'hôtel, elle nettoya son visage avant d'entrer dans la chambre. La mère était éveillée. Elle regardait par la fenêtre avec une expression lointaine. Elle s'assit sur le lit à côté d'elle. Prend la main de sa mère. Promit de ne plus jamais laisser quelque chose de mauvais arriver. Promit qu'elles resteraient ensemble désormais. La mère serra sa main en retour. Ne dis rien. Mais quelque chose changea dans ses yeux. Une petite étincelle. Un petit espoir renaissant. Les semaines passèrent dans une routine entièrement dédiée à la récupération. La mère reprenait lentement du poids. Les plaies cicatrisaient. La toux de la pneumonie diminuait. Mais le silence persistait. Elle parlait peu. Souriait encore moins. Passait des heures à regarder dans le vide. Le corps s'améliorait, mais l'âme restait brisée. Une nuit, la mère commença enfin à parler. Les mots sortirent lentement au début. Des fragments de souvenirs douloureux. Elle raconta ses premières nuits dans la rue. La peur constante. Le froid qui pénétrait jusqu'aux os. Les hommes ivres qui la poursuivaient. Les fois où elle avait été expulsée de lieux publics. Les fois où elle avait été battue par d'autres sans-abri pour de la nourriture. Chaque histoire était plus dévastatrice que la précédente. Elle expliqua qu'elle avait essayé de demander de l'aide. Elle était allée dans des refuges, mais ils étaient toujours pleins. Elle avait cherché des églises, mais la plupart ne donnaient qu'un repas avant de la renvoyer. Elle avait essayé de trouver un travail, mais personne n'embauchait une femme âgée sans domicile fixe. Peu à peu, elle perdit espoir. Elle accepta que cette vie serait la sienne jusqu'à sa mort. La fille écouta tout en retenant ses larmes. Chaque mot nourrissait sa détermination grandissante. Il ne suffisait plus de s'occuper de sa mère. Elle devait faire quelque chose de plus grand. Elle devait s'assurer que sa sœur et son beau-frère répondraient vraiment de leurs actes. Mais elle devait aussi faire quelque chose pour sa mère. Quelque chose qui redonnerait un sens à sa vie. Pendant la journée, pendant que sa mère se reposait, elle commença à se renseigner. Elle découvrit que l'abandon d'un parent âgé était un crime. Que l'appropriation des ressources destinées aux soins l'était aussi. Elle rassembla toutes les transactions bancaires qu'elle avait effectuées. Elle prit des copies des reçus. Documenta tout méticuleusement. Elle consulta discrètement un avocat. Il confirma qu'elle avait un dossier solide. Assez solide pour engager des poursuites pénales. Mais elle hésitait. Poursuivre sa sœur signifierait exposer publiquement sa mère. Signifierait lui faire revivre tout cela dans des témoignages. Signifierait entraîner la famille dans une bataille juridique pouvant durer des années. La mère avait déjà trop souffert. Elle méritait la paix. Plus aucun conflit. Il devait y avoir un autre chemin. Un chemin qui apporterait justice sans causer davantage de douleur. Alors elle eut une idée différente. Une idée qui n'impliquait ni tribunaux ni avocats. Quelque chose de plus puissant. Impliquant la communauté elle-même. Elle commença à passer des appels discrets. Elle parla avec d'anciens voisins. Avec des personnes qui connaissaient la famille depuis des décennies. Elle sema soigneusement des informations. Elle ne mentait pas. Elle racontait simplement la vérité. La vérité avait son propre pouvoir. Parallèlement, elle travaillait sur un autre projet. Elle avait remarqué quelque chose d'important pendant ses conversations avec sa mère. Malgré toutes ses souffrances, sa mère manifestait une compassion impressionnante lorsqu'elle parlait des autres sans-abri qu'elle avait rencontrés. Elle se souvenait des noms, des histoires. Elle s'inquiétait pour eux. Cela donna une idée à la fille. Elle commença à emmener sa mère pour de courtes promenades lorsqu'elle se sentait mieux. Elles allaient dans des parcs. Elles se promenaient dans des rues tranquilles. Lors d'une de ces promenades, elles passèrent devant un refuge pour personnes sans domicile. La mère s'arrêta. Elle regarda le bâtiment avec une expression étrange. Elle dit qu'elle y avait dormi quelquefois, que l'endroit était toujours plein, mais que les personnes qui y travaillaient étaient gentilles. Elle suggéra d'entrer. Juste pour visiter. Voir comment c'était. La mère hésita mais accepta. À l'intérieur, elles trouvèrent un lieu simple mais propre. Il y avait des personnes de tous âges. Des enfants. Des adultes. Des personnes âgées. Tous avec des histoires de douleur gravées sur le visage. La coordinatrice du refuge reconnut immédiatement la mère. Elle vint l'embrasser avec des larmes dans les yeux. Elle dit qu'elle s'était inquiétée lorsqu'elle avait cessé de venir. Elles restèrent là pendant des heures. La mère parla avec plusieurs personnes. Elle partagea son histoire. Écouta celle des autres. Quelque chose changea en elle ce jour-là. La lumière revint dans ses yeux. Elle était à nouveau connectée. Elle avait un but. Quand elles sortirent, la mère dit quelque chose de surprenant. Elle voulait aider. Elle voulait revenir ici.
Elle dit que son expérience pouvait servir à quelque chose de bien. La fille vit l'opportunité. Elle parla avec la coordinatrice du refuge. Proposa un partenariat. Elle ferait un don important pour améliorer les installations. En échange, la mère pourrait travailler comme bénévole. Partager son histoire. Offrir de l'espoir. Montrer que la récupération était possible. La coordinatrice accepta immédiatement. Dans les semaines suivantes, la transformation de la mère fut remarquable. Elle commença à se rendre au refuge 3 fois par semaine. Elle parlait avec les résidents. Aidait à servir les repas. Racontait comment elle avait survécu dans la rue et comment elle avait été secourue. Son histoire inspirait les autres. Elle montrait que même dans les pires situations, il y avait encore de l'espoir. Les gens se connectaient à elle. Voient en elle le miroir de leur propre lutte. La fille observait tout le cœur rempli. Sa mère se guérissait réellement maintenant. Pas seulement le corps. L'âme aussi. Le traumatisme se transformait en objectif. La douleur se transformait en force. Cela valait plus que tout procès. C'était la véritable justice. La justice de la rédemption et de la transformation. Pendant ce temps, les graines qu'elle avait semées dans la communauté commençaient à germer. Les voisins commentaient entre eux ce qui était arrivé à la mère. L'histoire se répandit rapidement. Bientôt, tout le quartier était au courant. La réputation de la sœur et du beau-frère chuta. Des personnes qui étaient amies leur tournèrent le dos. Des commerçants refusaient de les servir avec sympathie. La pression sociale augmentait chaque jour. La sœur tenta de téléphoner plusieurs fois. Elle laissa des messages désespérés. Elle disait être attaquée par tout le monde. Qu'elle ne pouvait plus sortir de chez elle sans recevoir des regards réprobateurs. Que le mari était furieux. Elle suppliait de parler. De trouver une solution. Elle ne rappela pas. Pas encore. Elle laissa la pression augmenter. Un jour, la coordinatrice du refuge fit une proposition. Elle voulait organiser un événement de collecte de fonds. Un dîner caritatif. Elle demanda à la mère de prononcer un discours. De raconter son histoire publiquement. La mère fut nerveuse à l'idée. Elle n'avait jamais parlé en public. Mais sa fille l'encouragea. Elle dit que son histoire pouvait aider beaucoup de gens. Pouvoir collecter des fonds pour aider d'autres personnes. La mère accepta après mûre réflexion. La préparation de l'événement prit des semaines. Elle aida sa mère à rédiger le discours. Elles répétèrent plusieurs fois ensemble. La mère gagnait confiance à chaque répétition. Elle était prête à partager sa douleur avec le monde. Prête à transformer sa souffrance en quelque chose qui pouvait faire la différence. Prête à montrer qu'il y avait une vie après la chute. Qu'il y avait de l'espoir après le désespoir. La fille envoya les invitations pour l'événement. À toute la communauté. Y compris à la sœur et au beau-frère. Elle savait qu'ils n'oseraient pas venir. Mais l'invitation était un message. Un message disant que la vérité ne pouvait plus être cachée. Que les conséquences de leurs actes étaient réelles et permanentes. La soirée de l'événement approchait. La mère était anxieuse mais déterminée. Elle avait retrouvé sa voix. Son estime. Une raison de vivre qui allait au-delà de la simple survie. Elle était sur le point de transformer sa plus grande tragédie en son plus grand triomphe. Et sa fille serait à ses côtés. Toujours. Pour toujours. La nuit de l'événement arriva avec une salle remplie de monde. Plus de 200 chaises occupées. Des journalistes locaux avaient été invités. Des entrepreneurs de la région. Des membres de la communauté. Tous étaient là pour écouter des histoires de dépassement de soi et contribuer par des dons. L'ambiance était décorée avec simplicité et élégance. Lumière douce. Fleurs discrètes. Une petite scène avec un microphone solitaire. La fille s'assit au premier rang. Elle observait sa mère dans les coulisses. Elle portait un ensemble simple mais joli qu'elles avaient choisi ensemble. Les cheveux étaient coiffés. La posture droite. Ce n'était plus cette femme brisée qu'elle avait trouvée dans l'impasse. C'était quelqu'un renaissant de ses cendres. Quelqu'un prêt à raconter sa vérité au monde. L'événement commença par les discours de la coordinatrice du refuge. Elle parla de la mission de l'institution. Des défis de venir en aide à tant de personnes en situation de vulnérabilité. De la nécessité de plus de ressources et de sensibilisation. L'auditoire écoutait attentivement. Certaines personnes essuyaient discrètement leurs larmes. Puis arriva le moment principal. La coordinatrice annonça la prochaine intervenante. Une femme qui avait vécu dans la rue et qui maintenant consacrait son temps à aider les autres. La mère. Elle monta sur scène avec des pas assurés. Elle se tint devant le micro quelques secondes en silence. La salle était complètement silencieuse. Puis elle commença à parler.
Sa voix était claire et forte. Elle raconta son histoire depuis le début. Elle parla de comment elle avait élevé seule 2 filles après le décès de son mari. De comment elle avait travaillé à plusieurs emplois pour leur offrir une vie digne. De tous les sacrifices qu'elle avait faits pour le bien de ses filles. Elle parla du jour où la fille cadette était partie travailler à l'étranger. De la fierté et de la tristesse ressenties en même temps. De la confiance qu'elle avait accordée à l'aînée pour prendre soin d'elle dans sa vieillesse. L'auditoire était hypnotisé. Chaque mot avait du poids et de la vérité. Puis elle arriva à la partie difficile. La partie qui déchirait le cœur. Elle décrivit comment elle avait été progressivement traitée comme un fardeau. Comment les mauvais traitements avaient augmenté avec le temps. Comment elle avait été réduite à l'ombre d'elle-même dans la maison qu'elle avait aidé à construire. Sa voix trembla en racontant le matin où elle avait été mise à la rue. Le désespoir de frapper à la porte sans obtenir de réponse. Les premières nuits à dormir sur des bancs publics. Le froid. La faim. La peur. Des larmes coulaient sur les visages dans l'auditoire. Certains sanglotaient ouvertement. La fille pleurait aussi. Même en connaissant l'histoire, l'entendre raconter ainsi touchait profondément. La mère continua. Elle parla des mois passés dans la rue. Des humiliations quotidiennes. Du fait de devoir fouiller les poubelles pour manger. D'être traitée comme invisible. De perdre espoir que les choses puissent s'améliorer. Puis sa voix changea. Elle devint plus forte. Plus pleine d'espoir. Elle parla du jour des retrouvailles. De comment la fille cadette était revenue et l'avait retrouvée. De comment elle avait été sauvée de cet enfer. De l'hôtel. Des soins médicaux. De l'amour inconditionnel. De la récupération lente mais constante. De la redécouverte de sa valeur. De son sens de la vie retrouvée. Elle parla du refuge. Des personnes merveilleuses qu'elle avait rencontrées là-bas. De la manière dont partager son histoire aidait les autres à ne pas abandonner. De la transformation de sa souffrance en quelque chose qui pouvait changer la vie d'autres personnes. L'auditoire applaudit. Beaucoup se levèrent. Une ovation spontanée, émue. Mais elle n'avait pas fini. Elle leva la main pour demander le silence. Les gens se rassirent. Elle prit une profonde inspiration. Elle dit qu'elle voulait parler du pardon. Le mot tomba comme une bombe dans la salle. La fille sentit son cœur se serrer. Elle ne s'y attendait pas. La mère continua. Elle dit que garder colère et rancune était comme porter des pierres sur le dos. Cela pesait. Cela blessait. Cela empêchait d'avancer. Elle dit qu'elle avait décidé de pardonner. Pas parce que ce qu'on lui avait fait était juste. Pas parce qu'on devait oublier. Mais parce qu'elle devait se libérer de ce poids. Qu'elle devait choisir la paix plutôt que l'amertume. Qu'elle devait avancer sans chaîne attachant son cœur au passé. Le silence dans la salle était absolu. Personne ne s'attendait à un tel retournement. C'est à ce moment qu'il se passa quelque chose d'inattendu. La porte arrière de la salle s'ouvrit. La sœur entra. Visiblement dévastée. Yeux rouges dégonflés. Vêtements froissés. Maquillage dégoulinant. Elle marcha dans l'allée centrale sous tous les regards. Arriva devant la scène. Elle regarda la mère. Les larmes coulaient librement sur son visage. La mère regarda l'aîné. Pendant un long moment, elles se contentèrent de se fixer. Toute la douleur. Toute la trahison, toute la souffrance était dans ce regard. Mais il y avait autre chose. Une ouverture. Une possibilité. La sœur tomba à genoux, là, dans la salle pleine. Elle commença à demander pardon. Sa voix se brisait entre les sanglots. Elle dit qu'elle n'avait eu aucun jour de paix depuis que la mère avait été abandonnée. Elle confessa tout publiquement. Qu'elle avait gardé l'argent des virements. Qu'elle avait permis les mauvais traitements. Qu'elle avait été trop lâche pour affronter son mari. Qu'elle avait échoué comme fille, comme être humain. Elle dit qu'elle n'attendait pas de pardon, qu'elle ne le méritait pas, mais qu'elle avait besoin que sa mère sache qu'elle regrettait profondément, qu'elle vivrait avec cette culpabilité pour toujours. L'auditoire était sous le choc. Les journalistes notaient frénétiquement. Les caméras filmaient tout. La sœur s'était complètement exposée. Elle avait détruit sa propre réputation de façon irréversible. Et elle l'avait fait volontairement. Personne ne s'attendait à un tel retournement. Certainement pas la cadette. Elle regarda sa sœur avec un mélange de colère et de quelque chose qui pouvait être de la compassion. La mère descendit lentement de la scène. Elle marcha jusqu'à sa sœur agenouillée. Restée devant elle quelques secondes. Puis elle tendit la main. La sœur la regarda, incrédule. Hésita. Puis la prit. La mère aida sa sœur à se relever. Elle ne dit rien. Elle la serra simplement dans ses bras. La sœur s'effondra dans cette étreinte.
Elle pleura comme un enfant. La mère pleura aussi. Toute la salle pleurait. Ce ne fut pas un pardon facile. Ce n'était pas une fin heureuse où tout redevenait comme avant. C'était quelque chose de plus complexe, plus réel. C'était une mère choisissant de ne pas laisser la haine empoisonner le reste de sa vie. C'était une fille affrontant les conséquences de ses choix. C'était le début d'un long et douloureux processus de guérison. Mais c'était un début. La cadette se leva. Elle marcha jusqu'à la mère et la sœur. Les trois restèrent là. Unis mais séparés. Proches mais avec de profondes cicatrices. Elle regarda la sœur. Dit que le pardon de la mère était à elle de donner. Mais que les conséquences des actions demeuraient. La sœur hocha la tête. Elle comprenait. Elle n'attendait rien de plus. Elle ne méritait rien de plus. L'événement se termina par une collecte record. Les gens avaient été profondément touchés. Pas seulement par l'histoire, mais par la démonstration de pardon et de rédemption. Beaucoup s'approchèrent ensuite de la mère. Remerciés de partager quelque chose d'aussi intime et douloureux. Disant que cela avait changé leur perspective. Qu'ils avaient réfléchi à leur propre famille. À la façon dont ils traitaient les personnes âgées. À ce qui comptait vraiment dans la vie. Quand tout le monde partit, seules les trois femmes restèrent dans la salle vide. Elles s'assirent ensemble en silence. Il n'y avait pas de mots pour ce moment. Juste le poids partagé de la vérité. La complexité du pardon. L'incertitude de l'avenir. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau. Une fragile possibilité de reconstruction. Pas ce qui avait été perdu. Mais quelque chose de différent. Quelque chose de plus honnête. Les mois suivants apportèrent des changements profonds pour tous. La mère continua son travail au refuge avec un dévouement renouvelé. Son histoire était devenue connue dans toute la ville. Des journaux locaux publièrent des articles. Une chaîne de télévision fit un reportage spécial. Elle devint une voix pour les invisibles. Pour ceux que la société préférait ignorer. Et elle utilisa cette voix avec sagesse et compassion. Le refuge reçut des dons significatifs après l'événement. Ils purent agrandir les installations. Engager plus de personnel. Offrir davantage de services. La mère y était désormais 4 fois par semaine. Non seulement pour raconter son histoire, mais aussi pour écouter celle des autres. Offrir des étreintes. Des paroles d'encouragement. Preuve vivante qu'il y avait de l'espoir même dans les situations les plus désespérées. La fille cadette loua un petit appartement confortable pour elles deux. Elles décorèrent ensemble. Choisirent des couleurs claires pour les murs. Acheter des plantes pour les fenêtres. Chaque objet avait une signification. Chaque espace avait été pensé avec soin. C'était plus qu'une maison. C'était un sanctuaire. Un endroit où la mère pouvait enfin se sentir en sécurité après tout ce qu'elle avait traversé. Elle obtint un emploi dans une entreprise locale. Le salaire n'était pas aussi élevé que celui qu'elle percevait à l'étranger. Mais il permettait de vivre dignement. Et surtout, il permettait de rester proche de sa mère. Elle ne referait pas l'erreur de mettre l'argent au-dessus de la présence. De penser que les virements bancaires pouvaient remplacer les étreintes. Que le succès professionnel compensait l'absence. Elle avait appris cette leçon de la manière la plus douloureuse qui soit. La relation avec la sœur était compliquée. Elle se voyait occasionnellement. Conversation brève et tendue. La sœur s'était séparée de son mari 2 semaines après l'événement. Il n'avait pas supporté la honte publique. Les regards de jugement. L'ostracisme social. Il avait simplement fait ses valises et était parti. Laissant la sœur seule pour affronter les conséquences des choix qu'ils avaient faits ensemble. La sœur avait vendu la maison. Cette maison qui avait été rénovée avec l'argent destiné aux soins de la mère. Elle utilisa une partie de l'argent pour restituer tout ce qui avait été envoyé au cours des 3 années précédentes. Chaque centime. Avec intérêt. La fille cadette accepta l'argent. Non par désir, mais parce que refuser aurait été nier à sa sœur la chance de commencer à réparer ses erreurs. Et elle méritait cette chance, si petite soit-elle. Avec le reste de l'argent, la sœur loua un appartement modeste de l'autre côté de la ville. Elle trouva un emploi comme vendeuse dans un magasin de vêtements. Un travail simple. Bien en dessous du niveau auquel elle était habituée. Mais honnête. Et elle devait reconstruire sa vie à partir de zéro. Prouver à elle-même qu'elle pouvait être différente. Qu'elle pouvait faire de meilleurs choix. La mère rendait visite à la sœur 1 fois par mois. Toujours accompagnée de la fille cadette. Les visites étaient difficiles pour tous. Il y avait tant de non-dits. Tant de choses qui ne pourraient jamais être totalement résolues. Mais il y avait de l'effort. Des tentatives sincères de reconnexion. La sœur montrait par de petits gestes qu'elle changeait. Un gâteau fait spécialement pour la mère. Des fleurs fraîches toujours sur la table.
Des photos anciennes de la famille sur les murs. Des tentatives pour récupérer ce qui avait été détruit. Lors d'une de ces visites, la sœur demanda à accompagner la mère au refuge. Elle voulait voir le travail qu'elle faisait. Comprendre comment elle avait transformé la douleur en but. La mère hésita. Elle regarda la fille cadette pour obtenir son avis. Celle-ci acquiesça. Peut-être que c'était bien. Peut-être que cela aiderait à guérir tout le monde. Au refuge, la sœur vit pour la première fois la réalité que la mère avait vécue. Rencontra des personnes dans des situations désespérées. Écoute des histoires similaires d'abandon. Elle vit l'impact des paroles de la mère sur ces personnes. Comment elle offrait un espoir véritable. Comment sa présence faisait la différence. La sœur pleura plusieurs fois pendant cette visite. Elle commença à venir une fois par semaine après cela. Aider en cuisine. Servait des repas. Écoutait des histoires. C'était sa façon de faire pénitence. 1 an après les retrouvailles, la mère organisa un petit dîner dans l'appartement. Elle invita les 2 filles. C'était la première fois qu'elles étaient réunies de cette façon depuis avant que tout ne s'effondre. La tension était palpable au début. Conversation forcée. Silence inconfortable. Mais peu à peu, quelque chose changea. Des rires timides commencèrent à apparaître. De bons souvenirs furent partagés. Ce n'était pas comme avant. Cela ne le serait jamais. Mais c'était quelque chose de nouveau. Fragile mais réel. Pendant le dîner, la mère porta un toast. Elle dit que la vie lui avait enseigné des leçons précieuses à travers la souffrance. Elle avait appris que la véritable richesse ne se trouvait pas dans les comptes bancaires ou les grandes maisons. Elle se trouvait dans le fait de se réveiller en sachant que l'on a des personnes qui se soucient de soi. Dans la possibilité d'aider les autres. Dans le choix du pardon plutôt que de l'amertume. Dans le fait d'avoir un but dépassant sa propre personne. Elle regarda ses 2 filles. Dit qu'elle les aimait toutes les 2. Que pardonner ne signifiait pas oublier. Cela signifiait refuser de laisser le passé empoisonner le présent. Cela signifiait se donner la liberté de vivre sans le poids de la haine. Les 3 pleurèrent. Mais c'étaient des larmes différentes de celles qu'elles avaient versées auparavant. Des larmes de guérison. D'espoir. De possibilité. La fille cadette comprit quelque chose cette nuit-là. Elle était partie 3 ans plus tôt à la recherche du succès financier. D'une vie meilleure. Et elle avait réussi matériellement. Mais elle avait perdu un temps précieux. Elle avait perdu des moments qui ne reviendraient jamais. Elle avait failli perdre la mère définitivement. Le succès qu'elle valorisait en s'était révélé vide comparé à ce qui comptait vraiment. Présence. Amour. Connexion. Elle comprit que la véritable richesse se trouvait à cette table simple. Dans cet appartement modeste. Dans les conversations honnêtes. Dans la seconde chance qu'elles avaient reçue. Beaucoup de familles n'avaient pas cette chance. Beaucoup de personnes âgées mouraient seules et abandonnées. Beaucoup d'histoires n'avaient pas de fin heureuse. Elles avaient eu l'opportunité de reconstruire. Et elles ne la gâcheraient pas. La mère continua son travail au refuge pendant les années suivantes. Son histoire inspira des changements. La ville créa des programmes spécifiques pour les personnes âgées vulnérables. Des lois plus strictes contre l'abandon furent approuvées. Des campagnes de sensibilisation furent lancées. Elle devint un symbole de résilience et d'espoir. Mais elle ne laissa jamais cela lui monter à la tête. Elle resta humble, reconnaissante, concentrée sur faire la différence, une personne à la fois. La relation entre les sœurs s'améliora progressivement. Elles ne redevinrent jamais proches comme dans leur enfance. Les cicatrices étaient trop profondes. Mais elles développèrent un respect mutuel. Elles se rencontraient régulièrement pour des déjeuners. Célébraient les anniversaires ensemble. Se soutenaient dans les moments difficiles. C'était un nouveau type de lien. Fondé non pas sur l'innocence perdue, mais sur la rédemption acquise. Des années plus tard, lorsque la mère eut 75 ans, elles organisèrent une fête au refuge. Des dizaines de personnes vinrent. Des gens dont la vie avait été touchée par elle. La salle était remplie de fleurs et de rires. La mère regarda autour d'elle, les yeux brillants. Elle dit que c'étaient ses trésors. Pas d'or ni d'argent, mais des connexions humaines. Des histoires partagées. Des vies transformées. La leçon que cette famille apprit résonna bien au-delà d'elle. Elle enseigna qu'aucun être humain ne devait être traité comme jetable. Que les personnes âgées méritaient dignité et respect. Que le pardon était possible même après les pires trahisons. Que l'on pouvait trouver un but dans les cendres de la tragédie. Que le véritable amour ne renonçait jamais même quand tout semblait perdu. Que la famille n'était pas seulement des liens de sang, mais des choix quotidiens de présence et de soins. Et tandis que la mère soufflait les bougies entourée de ses filles et de tout ce qu'elle avait aidé, une vérité simple mais profonde remplissait l'air.
La véritable richesse de la vie était exactement là. Dans ces visages souriants. Dans ces étreintes sincères. Dans cette seconde chance qu'elles avaient reçue et honorée. Parce qu'en fin de compte, ce qui comptait vraiment n'était pas les conquêtes matérielles. C'était l'amour que l'on donnait. La différence que l'on faisait. La manière dont on choisissait de se relever après être tombé. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes montrant la véritable signification de la famille, du pardon et du dépassement de soi.